Bonjour, Monsieur Bastin. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis professeur à l'Université de Montréal, au département de linguistique et de traduction, professeur titulaire, très bientôt retraité. Est-ce que vous pourriez parler de votre parcours? J'ai fait mes études en Belgique et puis j'aimais les langues, donc j'ai voulu me destiner aux langues, mais je ne tenais pas à faire de la philologie. J'ai rencontré dans un carrefour de professions des traducteurs et je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Donc, j'ai fait mes études, une licence en traduction à l'université de Mons. Et après cela, pour éviter le service militaire qui était obligatoire à l'époque, j'ai émigré au Venezuela. J'ai commencé à travailler comme traducteur et interprète dans une centrale syndicale internationale. Et petit à petit, j'ai commencé à donner des cours de français et d'anglais dans des écoles secondaires pour finalement me retrouver en 78 à l'Université centrale du Venezuela comme professeur de traduction et d'interprétation. La situation étant ce qu'elle l'était, les traducteurs n'avaient pas vraiment voix au chapitre dans cette école. J'ai décidé de faire un doctorat pour me donner un peu plus de contenance et d'autorité face à mes collègues. Et donc, j'ai fait un doctorat à l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs de Paris, sous la direction de Marianne Lederer. Et le sujet de ma thèse était la notion d'adaptation en traduction. Et c'est ça, qu'est-ce qui vous a amené à la traduction et à la traductologie? La traduction, ben d'abord, les langues, évidemment, j'avais disons, un plaisir particulier à apprendre et à parler les langues, surtout en Belgique où on a trois langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Je me suis mis à l'espagnol également. Et puis le métier, tout d'abord, m'a intéressé, le métier de traducteur. Mais après l'avoir exercé à temps plein pendant plusieurs années au Venezuela, j'ai trouvé cela un peu monotone et je commençais à connaître par cœur les textes que je devais traduire. Donc, c'est là où je suis passé à l'enseignement. Et évidemment, quand on est enseignant universitaire, il faut faire de la recherche. Donc, à partir du Venezuela même, où j'avais très peu de ressources bibliographiques, j'ai commencé à faire des recensions, des comptes rendus pour la revue Méta que je dirige actuellement. Et donc, c'était une façon pour moi d'obtenir des livres gratuitement et de lire et de me former. Et donc, j'ai dû aussi faire des travaux de promotion dans mon université à Caracas. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire un doctorat sur l'adaptation parce que j'ai adapté le manuel de Jean Delisle, la traduction raisonnée, pour mes étudiants hispanophones. Et ça a été après la réflexion théorique sur la notion d'adaptation. On ne traduit pas, c'est sûr, mot à mot, ni phrase par phrase, ça fait longtemps qu'on le dit. On est obligé d'écrire pour un consommateur, pour un usager, pour un client. Et forcément, il y a des différences culturelles, temporelles, linguistiques, bien sûr, entre un original et sa version traduite. C'est tout à fait normal. Il y a deux types d'adaptation. Il y a une adaptation qui est ponctuelle, donc pour certaines choses bien précises dans le texte, et puis il y a des adaptations qui sont globales. Le fait, par exemple, d'adapter un manuel de traduction comme celui de Jean Delisle, c'est une adaptation globale. C'est tout qui est adapté là. En fait, Delisle n'existe pratiquement plus là, sauf bien sûr dans la conception originale de l'ouvrage, mais on ne retrouve plus Delisle. Puis la traductologie, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est un bien grand mot. C'est une discipline très vaste qui comprend de nombreux domaines, la pédagogie par exemple, mais la recherche pure aussi lorsque l'on travaille sur des concepts, comme le concept d'adaptation. Mais ça peut être aussi très empirique. On peut inclure aussi toutes sortes d'activités. L'histoire fait partie bien sûr de la traductologie. C'est un domaine assez vaste
qui couvre le littéraire, qui couvre le sociologique, qui couvre le culturel, le technique, le scientifique. Mais donc tout cela est réuni sous un grand chapeau que l'on pourrait appeler la traductologie. Les Anglais disent Translation Studies. Bref, c'est vraiment un domaine très vaste, mais très riche et très intéressant à creuser. Vous dirigez un groupe de recherche sur l'histoire de la traduction en Amérique latine. Quel est le rôle de la traduction dans l'histoire de l'Amérique latine en particulier? Oui, mon groupe s'appelle ISTAL, donc Histoire de la traduction en Amérique latine. Le rôle, eh bien, c'est que l'histoire, c'est notre patrimoine. Notre histoire, c'est notre patrimoine culturel, linguistique, politique, philosophique, technique même. Et je commence toujours quand les conférences que je donne ou les cours que je donne où je parle d'histoire, je commence toujours par une citation d'un historien vénézuélien et qui dit l'histoire nous donne la réponse à notre propre existence et nous explique le rythme de notre vie actuelle. Ignorer les faits du passé nous empêche de valoriser le moment présent. C'est pourquoi, plus qu'une discipline scientifique et littéraire, l'histoire est une discipline morale. Elle donne le ton de notre vie. Et sans son étude, nous sommes privés de cartes qui nous aident à tracer des orientations spirituelles à suivre dans notre marche vers l'avenir. C'est fondamental. On ne peut pas, d'ailleurs, toutes les professions font l'étude de leur histoire. On fait de l'histoire en médecine, on fait de l'histoire du droit, l'histoire de l'architecture. Pourquoi pas en traduction? Et c'est assez paradoxal que les cours d'histoire ne sont pas aussi présents dans les cursus de traduction. Au Canada, heureusement, oui, mais ailleurs, pas nécessairement. Alors, le rôle qu'elle joue, un historien belge, Nieuwenbulst, explique par exemple que étudier l'histoire en traduction, l'histoire, c'est ouvrir les yeux sur toute une profession, sur son propre métier, sur son avenir. Ensuite, l'histoire contribue à une espèce de souplesse intellectuelle parce que on s'habitue à adopter d'autres points de vue. Parce que dans l'histoire, on va effectivement trouver toutes sortes de points de vue. Et donc, ça évite de se restreindre à un seul point de vue ou à une seule théorie, une seule approche. L'histoire aussi contribue à comprendre comment la discipline, la traductologie, se structure. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'elle contribue à développer une culture de traduction. C'est comme ça qu'on devient des obsédés textuels. C'est une culture de traduction. On ne vit plus que par la traduction, pour la traduction. Et l'histoire nous aide, parce que c'est un virus qui nous contamine très profondément. Et puis finalement, étudier de l'histoire de la traduction, c'est trouver, voir, découvrir des techniques de résolution de problèmes. Puis en Amérique latine, là c'est sûr que moi j'ai été attaché au Venezuela d'abord, mais mes 4 projets de recherche, gros projets de recherche du Conseil de la recherche du Canada, portaient sur l'histoire de la traduction en Amérique latine. Donc on a travaillé des textes fondateurs, si on veut, comme les déclarations d'indépendance, la Constitution, des textes philosophiques. Ensuite, on s'est intéressé au travail des missionnaires espagnols en Amérique du Sud qui ont traduit des catéchismes, des livres de prière, toutes sortes de choses dans les langues autochtones. Ensuite, on a travaillé sur la presse au moment de l'indépendance, puisque pendant les années d'indépendance, il y a des périodiques qui ont été lancés et qui s'inspiraient beaucoup de la presse étrangère. Donc, il y avait énormément de traductions dans cette presse et on a étudié donc certains de ces textes. Et puis finalement, le dernier projet sur lequel on a travaillé, c'est celui sur les voyageurs européens et, disons, occidentaux en Amérique du Sud, principalement au Venezuela et en Colombie, qui ont écrit des récits de voyage
qui ensuite ont été traduits en espagnol et qui ont eu une influence, un impact sur le public récepteur, disons, hispanophone. Est-ce que vous avez un exemple de comment, avec l'histoire de la traduction, on s'est rendu compte des erreurs qu'on avait faites? On a découvert dans un journal anglais du XVIIIe siècle, rédigé en français, un texte qui parlait du Venezuela et qui parlait d'une révolution au Venezuela. Plus tard, on découvre un texte vénézuélien sans date qu'un historien mentionne et il dit ce texte est postérieur à l'indépendance du Venezuela. Donc, or, ce texte est identique à celui qu'on a trouvé dans le journal anglais en français. On a donc fait des recherches et on a retrouvé l'original qui a servi à la traduction française. C'est un texte qui est vénézuélien et qui ne parlait pas en fait de révolution, qui parlait de résolution. Une seule lettre. Et en fait, il datait d'1 an avant l'indépendance. Aucun historien n'aurait pu découvrir ce fait. Pourquoi la traductologie est-elle si peu traduite, voire écrite en français? Auparavant, le français était une lingua franca et on a de nombreux textes de traductologie en français de l'époque, des textes historiques qu'on ne lit presque plus là, mais bon, mais c'est vrai que beaucoup ont été écrits en français. Les Belles Infidèles, par exemple, il y a eu beaucoup de choses écrites en français. Mais les Anglais les ont traduits, les Espagnols les ont traduits, les Portugais les ont traduits. Et nous, on ne traduit pas ce qui se fait dans les autres langues. Pourquoi? Bien peut-être parce qu'on assume que les traducteurs, ben, par définition, maîtrisent plusieurs langues, donc ils n'ont pas besoin d'une version française. Et je pense que c'est une très grave erreur. Et on le voit dans les cours de théorie de la traduction avec les étudiants et même avec les étudiants en maîtrise et au doctorat qui doivent travailler avec des textes étrangers alors qu'ils sont francophones, même s'ils maîtrisent l'anglais, même s'ils maîtrisent l'espagnol, ça n'est pas la même chose que de pouvoir travailler dans sa propre langue. D'autant plus qu'il faut aussi les adapter jusqu'à un certain point. Donc, vous dites que la traduction est interdisciplinaire. Est-ce que vous pourriez nous parler davantage de l'interdisciplinarité de la traductologie? Hein, les tout premiers traductologues étaient des linguistes, mais des linguistes qui s'intéressaient à la langue et à la façon dont la langue était traduite, si on veut, mais sans vraiment prendre en considération tout ce qui tournait autour de l'acte de parole, si on veut. Ce n'est que plus tard, donc ça c'était dans les années 50-60 au tout début. Ensuite, les linguistes ont commencé à s'intéresser à l'analyse du discours, donc vraiment à prendre le discours univoque dans une situation donnée. Et là, on a commencé à s'intéresser au traducteur d'abord, mais à celui qui émettait le message et à celui qui le recevait, au destinataire, aux aspects culturels. Et là, ça a changé la donne. Et c'est là que la traductologie a commencé à faire, disons, cavalier seul et à se séparer quelque peu de la linguistique. Et depuis les années 80, là, c'est le tournant culturel par excellence, où ce qui intéresse davantage, c'est ce que font les traducteurs et les traductrices. Et là, bien sûr, il faut s'intéresser à la sociologie, donc les acteurs, tous ceux qui font partie de ce réseau de communication, mais il faut s'intéresser à la philosophie aussi, c'est l'herméneutique qui fait partie de la réflexion de la traductologie. Il faut s'intéresser à l'histoire. Les textes ont une histoire, ils sont écrits par des sujets historiques, mais ils sont traduits aussi par des sujets historiques. Le traducteur est un sujet historique. Il faut s'intéresser à la littérature comparée, les influences réciproques des traductions et des originaux dans les pays. Et c'est là où on parle de traductologie descriptive, de théorie descriptive, qui vise à retrouver les normes qui étaient en application à telle ou telle époque, dans telle ou telle communauté.
Donc, on touche à la linguistique, on touche à la littérature, principalement comparée, on touche à l'histoire, à la sociologie, à la philosophie, mais dans le cadre linguistique, on touche aussi à la terminologie, parce que ça continue de faire partie, même si la terminologie a commencé à aussi se distinguer un peu de la traductologie. Mais finalement, c'est un outil, elle travaille sur un outil très très riche pour les traducteurs. Le seul danger que je vois, c'est que parfois, certains collègues s'en vont davantage, empruntent des notions d'autres disciplines pour enrichir la traduction, mais l'inverse ne se fait jamais. Et ça, c'est très dommage. Et je conseille toujours à mes collègues, surtout les collègues historiens de la traduction, allez dans des colloques ou des conférences où on parle d'histoire en général. Allez leur montrer qu'en traduction aussi, on travaille l'histoire. Ils sont plus spécialistes que nous en histoire, oui, mais nous avons un mot à dire. Et en fait, dans les projets que nous avons réalisés à Istal, on a découvert que grâce à la traduction, on a pu éclairer des problèmes historiques que les historiens n'avaient jamais pu résoudre. Parce qu'eux ne s'occupent pas des textes étrangers. Pour eux, la traduction, c'est normal. Cette interdisciplinarité, malheureusement, elle est souvent à sens unique. Les traductologues empruntent aux autres disciplines, mais ils devraient essayer de montrer que nous, en traductologie, nous avons des concepts, nous avons des méthodes d'analyse qui pourraient aider d'autres professions.